Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous portons tous des blessures émotionnelles qui se traduisent dans notre vie par des peurs, des blocages, amenant à des situations qui se répètent. Et si l'animal pouvait nous permettre de travailler sur ces blessures pour changer nos comportements, nos croyances et nos modes de pensée? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Elie, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, équithérapeute, sophrologue et naturopathe animal. Elle propose un accompagnement holistique pour le couple humain-animal. Bonjour Florence, et je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, bonjour aux éditeurs, et moi aussi, je suis ravie. Alors justement, on a eu l'occasion de réaliser un précédent podcast où tu nous montrais justement ce que notamment les problèmes de comportement que pouvaient vivre les animaux ou leurs pathologies pouvaient nous permettre finalement de rentrer en résonance avec nous-mêmes en fait en tant que gardiens de ces animaux. Et justement aujourd'hui, tu vas nous parler plus de la sphère émotionnelle. Et alors je n'en dis pas plus parce que je vais découvrir avec nos auditeurs finalement cette thématique, mais je trouvais intéressante. Et justement, quel est le but de ce podcast ? Merci Sophie. Alors, le but de ce podcast, c'est que les gens qui ont aujourd'hui des animaux dans leur famille et dans leur vie, c'est attirer leur attention sur le fait qu'ils ne sont pas là par hasard et qui peuvent vraiment leur permettre de penser, guérir, prendre conscience de blessures dont ils sont porteurs. Et quand je dis blessures, je parle de mémoire dont nous sommes tous porteurs. Et aujourd'hui, au travers de ce podcast, on en rencontre souvent, j'en ai beaucoup rencontré, et principalement 3. On va traiter aujourd'hui au moins d'une, qui est cette blessure, cette mémoire d'abandon et de séparation, en fait. Et au travers ça, du coup, tout ce que je vais partager avec vous, c'est forcément ma vision, mais mon expérience au travers mes 10 ans de communication animale. C'est surtout aussi pour que justement les gens puissent prendre conscience de la compréhension qu'ils peuvent avoir de leur lien avec leur animal. Et que si leur animal, par exemple, détruit tout dans la maison quand ils s'en vont, ou fait pipi partout, ou c'est qu'il y a quelque chose en eux qui, à ce moment-là, effectivement, entre en jeu, et c'est bien souvent une blessure. Voilà. Ou une mémoire, en tout cas. Je peux peut-être introduire la première mémoire. Alors, la première mémoire qu'on rencontre beaucoup, c'est celle d'abandon, la mémoire d'abandon, et la mémoire de séparation. Bien souvent, forcément, c'est lié. On est tous porteurs de blessures d'âme. Et ces blessures d'âme, comment elles se traduisent dans notre quotidien? Elles se traduisent bien souvent au travers des peurs et au travers des blocages, des croyances aussi qui nous limitent. Et ces peurs, on les connaît tous. Ça va être la peur de pas être aimé et reconnu par nos pères. C'est la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de voir mourir un être cher. Voilà, ces blessures-là, on en est tous porteurs. Et du coup, l'animal, on va attirer à nous un animal qui bien souvent est porteur de cette même mémoire pour nous inviter justement à en prendre conscience et dans nos actions, dans nos comportements, dans les prises de conscience qu'on va avoir, dans ce qu'on va offrir à l'animal, on va aussi penser cette blessure en nous. Et justement, quelle est ta vision en fait de cette thématique ? Alors ma vision, peut-être je vais me répéter un peu, mais c'est que du coup, comme je pars du principe, du postulat qu'on est tous porteurs de mémoire, absolument tous, et que forcément ces blessures qui nous sont transmises par nos lignées familiales, qu'on appelle du coup transgénérationnelles, mais aussi karmiques, qui nous sont transmises de nos vies antérieures pour en tout cas ceux qui pensent que ça existe, je vais faire entrer dans ma vie l'animal qui lui-même est porteur aussi de cette même mémoire et de cette même blessure. Donc voilà, c'est vraiment attirer la conscience sur le fait que ça n'est pas
un hasard, ça n'est pas dû au hasard. Ça, c'est ma vision, mon postulat, que cet effet miroir existe entre son animal et son humain, son gardien humain. Et pour rentrer dans le vif du sujet, quelle blessure émotionnelle, finalement, tu en as un petit peu parlé, mais on va rentrer un peu plus en profondeur sur la thématique, mais quelles blessures émotionnelles peuvent être soignées grâce justement à nos animaux de compagnie? D'ailleurs, quels qu'ils soient, parce qu'il peut s'agir de chiens, de chats, de chevaux. Enfin voilà, le panel des animaux est extrêmement large. Ouais, merci pour cette question du coup, parce que la première du coup, alors on part du principe que il y a des mémoires qui sont transmises. Si les mémoires sont positives, ok, super. Si les mémoires sont négatives, alors la conséquence des peurs, des blocages et des situations qui se répètent dans la vie. La première, donc, c'est blessure d'abandon, reliée à la séparation. Alors, si cette mémoire, elle est, par exemple, très présente dans ta vie, il est possible que toi-même, tu aies pu être un enfant abandonné, orphelin, perdu un parent, par exemple, très tôt même, ou ses parents très tôt. Ça, c'est vraiment une mémoire qui va être très, très présente et qui va mener un peu à... on va dire un souci d'identité, je sais pas qui je suis, je sais pas quelles sont mes racines, ça veut dire que je suis pas assez bien et que ces blessures, elles sont profondes dans notre enfant intérieur. Je fais exprès de parler de l'enfant intérieur parce qu'on pourrait donner à ce podcast justement le titre de l'animal miroir de nos blessures de l'enfant intérieur. Et on peut aussi avoir un deuxième cas qui est que la mémoire, cette mémoire d'abandon, de séparation, elle est un peu diluée quelque part. Ça veut dire que moi, enfant, je ne vis pas forcément cet abandon ou cette séparation tragique avec mes parents, mais que mes grands-parents sont porteurs de ça, ont vécu ça. Et donc du coup, moi-même, je suis porteuse de cette mémoire alors que je n'ai pourtant pas été abandonnée, moi, par mes parents, ou je n'ai pas perdu un parent forcément très tôt. Et du coup, en fait, cette mémoire d'abandon et de séparation, elle nous amène dans une attitude d'hyper-attachement. Ça veut dire que ça se traduit comment ? Souvent, on va être peut-être très dépendant de son compagnon ou sa compagne ou d'un de ses parents. On va être bien souvent assez dépendant de l'autre, mais dépendant de son regard, de ce qu'il peut penser de nous. Et du coup, j'en viens à quoi ? J'en viens à ce moment-là, qui je vais attirer dans ma vie comme animal ? Et bien souvent, ces gens-là, porteurs de cette mémoire, ils attirent à eux un animal qui a été abandonné. Ils vont dans un refuge à la SPA et c'est parfois un animal qui a déjà été abandonné même plusieurs fois. Et donc, tu vois, là, on est déjà d'entrée de jeu sur ce premier effet miroir, ok ? L'animal mémoire d'abandon, lui, dans sa vie, il est porteur de cette mémoire parce qu'il a déjà été effectivement abandonné, peut-être plusieurs fois même, et arrivé à la SPA. Donc, ok, ce n'est pas un hasard, je tombe sur cet animal puisque je suis moi-même porteuse de cette mémoire d'abandon. Comment ça va se traduire pour lui ? Alors, ça peut être abandonné, mais ça peut être aussi un animal qui a été sevré, par exemple, très précocement, très tôt. Ou un animal qui, dans la portée, a été un peu délaissé par la mère et qui a eu beaucoup de mal à, faire sa place au milieu des nombreux chatons ou chiots nés de sa fratrie. Et du coup, c'est comme nous, c'est-à-dire que il vit le manque de sa mère. Et puis toi, t'arrives à ce moment-là dans sa vie et puis qu'est-ce qu'il va faire ? Tu deviens sa figure d'hyper-attachement. Tu deviens sa figure d'attachement et il va être dans l'hyper-attachement à toi. Et comment ça va se traduire pour lui ? Ça va se traduire par exemple par tu pars travailler et puis on a un chien qui est tellement angoissé à l'idée de cette séparation et de revivre. Il revit l'abandon en fait à ce moment-là, réellement, que il va... alors, il y a des chiens qui vont détruire, il y en a d'autres qui vont hurler à la mort, il y en a d'autres qui vont même fuguer, qui vont tout faire pour s'enfuir dans l'idée de retrouver l'autre qui est parti dans ce lien d'hyper-attachement. Et du coup, comment, au final, je suis amenée à guérir ma blessure quand je suis face à ce comportement ? Déjà, la première des choses, c'est prendre conscience que si mon chien... il est porteur de cette mémoire, de cette blessure. Peut-être que moi-même, je suis porteuse de cette blessure et de cette mémoire d'abandon.
Ça, c'est la première des choses. Et prendre conscience de ça, c'est déjà le premier pas sur le chemin de guérison. Et puis, le deuxième point qui est quand même assez important, c'est que tu vas devoir à ce moment-là agir autrement face à ce chien. C'est-à-dire que si tu t'en vas de la maison encore avec cette pensée de... d'ailleurs, tu vois, elle acquiesce. Si tu arrives encore, tu pars de la maison avec cette pensée de mon pauvre chien, il s'ennuie et moi je culpabilise et qu'est-ce que... Mais forcément que ton chien, il va capter ça et donc il va t'amener à devoir faire tout ce travail en conscience sur tes pensées, l'émotion de la culpabilité. Donc, forcément qu'il est précurseur de ce changement de comportement et de tout ce travail et de toute la prise de conscience que tu vas devoir avoir sur cette blessure que tu portes au final. Et du coup, ça me fait venir à la question suivante, mais est-ce que on choisit nos animaux par hasard ou pas? Bon, alors forcément, c'est vrai que avant, je l'ai plus ou moins quand même dit que l'animal n'arrivait pas par hasard dans notre vie. Il y a des gens qui me disent oui, non mais moi l'animal par exemple, je l'ai pas choisi. Voilà, j'étais chez moi et il y avait un chat dehors qui a décidé de venir manger. Ok, et c'est là où du coup je trouve ça encore plus fort. C'est-à-dire que toi à ce moment-là, peut-être les blessures sont tellement présentes que tout ça bien évidemment est inconscient. T'as peut-être pas le cœur encore assez ouvert pour faire entrer un animal dans ta vie, quelque part. Mais du coup, l'animal, lui, il sait qu'il est temps et que c'est le moment de venir toquer à ta porte pour aller justement ouvrir cette porte du cœur et aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, bien évidemment que non, il n'y a aucun hasard, que ce soit toi qui choisisses l'animal ou que ce soit l'animal qui, du coup, te choisisse, quoi. En ce sens, ça, c'est sûr. Après, sur le côté... quel animal? Alors effectivement, ça m'amène à parler peut-être d'une autre blessure qui reste dans le cadre de la blessure d'abandon, qui est celle du déracinement, en fait. On peut être issu d'une famille, tu sais, où dans les générations antérieures, eh bien, il y a eu toutes ces problématiques d'immigration et on a des gens qui ont dû fuir, quitter leur pays, quitter leur maison, quitter des êtres qui leur étaient chers. Ils se sont trouvés complètement déracinés de leur pays. Et peut-être que toi, tu es né en France et que depuis 2 ou 3 générations aussi, vous êtes tous nés en France. Pour autant, cette mémoire, vous en êtes porteur, malgré tout. Et donc, toi aussi, tu en es la résultante, t'es porteuse, au final, de cette mémoire. Alors, du coup, c'est intéressant parce que, alors, bien sûr, il faut que toi, du coup, tu sois en lien direct avec cet ancêtre, c'est-à-dire que, soit par le sexe, soit par la place que tu occupes dans la fratrie et la même place que lui occupait également dans sa fratrie. Et du coup, ça va amener à des conséquences. Alors, comment ça se traduit un peu cette mémoire de déracinement? C'est souvent des gens qui peuvent avoir peur de voyager, peur de déménager, peur d'être séparés au final de ce qui est quelque chose qui leur rassure. Donc bien souvent c'est la maison, c'est leur cocon qui est rassurant. Mais ça peut être aussi une relation, un couple dans lequel on n'est plus forcément heureux, mais ça amène tellement de sécurité qu'il n'est pas question de faire bouger ça en fait. Ou en fait c'est vraiment des comportements qui vont être en réponse à cette mémoire où il y a eu obligation à un moment donné de quitter ce territoire rassurant et protecteur. Ça amène 2 comportements, soit des gens qui vont prendre carrément le contre-pied de ça et qui vont être très casaniers, donc très très important pour eux, leur maison, leur cocon, ou alors c'est inscrit dans leur ADN qui est justement, ils vont avoir tout le temps la bougeotte. C'est inscrit dans leur ADN familial qu'il faut bouger, changer de boulot tous les 3 ans, changer de lieu de vie tous les 3 ans, changer de mec ou de nana tous les 3 ans. Et c'est vraiment ces personnes-là qui vont attirer à elles un animal, par exemple, adopté à la SPA qui a déjà connu 3 ou 4 familles, ou un cheval qui a déjà connu 3 ou 4 propriétaires. C'est pas forcément des gens qui vont aller adopter un animal dans un élevage, tu vois. C'est vraiment, ils vont attirer cet animal à eux qui, du coup, l'animal est lui-même
porteurs en fait de cette blessure de déracinement, puisqu'ils passent de famille en famille, jamais dans le même lieu, jamais au même endroit. Donc voilà, ils vivent la même chose au final tous les deux. Et alors du coup, ce qui est intéressant, parce que ça a du sens et ça répond à ta question, c'est que ces personnes-là, elles sont attirées par des animaux de grande taille. Donc, chez les chiens, c'est ces races qu'on connaît, je sais pas, les Terre-Neuve, les Bouvier bernois, les Saint-Bernard, enfin, tu sais, tous ces gros chiens, on appelle ça des giants, des chiens de giant, je crois. Ou alors, animal encore plus grand auquel peut-être tu penses, le cheval. Et pourquoi? Au final, c'est logique, hein. Ils amènent cet enracinement de par leur posture, de par leur poids, de par la place qu'ils prennent à ce moment-là. Et c'est vraiment, faut qu'ils comprennent que c'est leur... Parce que forcément, j'imagine qu'il y a des gens qui vont nous écouter, là. Et puis la dame, elle a un Terre-Neuve. Elle va se dire, mais n'importe quoi. Enfin, je vois pas du tout de quoi elle parle, cette dame, quoi. Elle est bien gentille, mais enfin bon, ça doit pas se vérifier à 100%. Et moi, je suis peut-être le seul cas qui se vérifie pas, quoi. Alors, je vais lui laisser le bénéfice du doute, puisque j'amène jamais de certitude. Par contre, je vais l'inviter quand même à aller regarder et à se questionner dans sa lignée familiale. Et puis, est-ce qu'elle est très, très casanière ou est-ce qu'au contraire, elle a tout le temps la bougeotte? Voilà. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, en fait, c'est pour qu'elle comprenne, cette personne, que c'est son inconscient qui va chercher un enracinement qu'on n'a pas en nous. Une fois encore, là, je vais faire un peu de psychologie de comptoir, mais c'est un peu un mensonge. C'est le mental qui te fait croire que tu ne l'as pas, cet enracinement en toi. Mais il n'empêche que, à ce moment-là, cet animal, il commence à réparer des choses en toi. Parce que il a cette énergie du parent symbolique dont tu as besoin. Le parent, c'est les racines, hein. Voilà, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils nous transmettent des racines. Donc l'enracinement, donc la confiance en soi, donc l'estime de soi, l'amour de soi, tout ça au travers on se construit. C'est cette énergie du parent symbolique que l'animal va venir apporter à la personne. Tu comprends? Et donc elle va commencer, au final, elle-même, à être ce propre parent symbolique pour son enfant intérieur, qui a été sans cesse déraciné, en fait, et qui est porteur de cette blessure de déracinement. Et donc, du coup, tu en as un petit peu parlé. Finalement, c'est un petit peu comme ça que pense, penser dans le terme pansement, c'est-à-dire nos blessures émotionnelles. En fait, c'est comme ça que finalement ça se danse, j'allais dire, parce que je vois ça un petit peu comme une danse énergétique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de résonance, et au fur et à mesure, tu vois que tu évolues toi dans ton propre cheminement, finalement l'animal, il va aussi adapter son comportement en fonction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette danse, en fait. Et donc du coup, je vois ça, tu vois, comme un petit peu un fil. Tu sais, bon là, c'est plus un fil qui se consume, mais là pour le coup, c'est plus un fil qui se répare du coup. Mais il y a vraiment ce côté où, tu vois, tout doucement, il remet de la matière dans ce fil. J'ai vraiment cette image-là dans ce que tu nous partages. Ouais, c'est une très très belle image. Moi, le mot qui m'est venu, c'est que du coup, ça se densifie. Et effectivement, là, sur cette blessure de déracinement, clairement, de quoi on a besoin? On a besoin de densité. On a besoin de s'enraciner dans ce monde, en fait, où pour l'instant, on n'a pas encore de racines, quoi. Donc, effectivement, ils ont un rôle assez fabuleux, c'est-à-dire qu'ils peuvent réellement, ne serait-ce que par leur présence, commencer à guérir et penser, amener quelque chose qu'on n'avait pas en soi. Et il nous oblige, du coup, nous aussi, à incarner cette énergie du parent symbolique, en fait. En tout cas, d'avoir cette énergie du parent symbolique et de pouvoir commencer ce travail à faire sur soi, à penser ces blessures qui sont présentes, forcément, hein. Et c'est vrai que, là, dans l'exemple que je donnais sur la blessure de déracinement, souvent, ça se voit quand, tu sais, l'enfant, par exemple, a eu des parents qui étaient absents émotionnellement. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident pour les gens qui nous écoutent. Ils vont se dire, oui, moi, moi, j'ai eu des parents. Enfin, personne n'est mort, on peut avoir des parents, mais qui sont pas présents émotionnellement. Et du coup, il y a une absence, il y a un vide, il n'y a pas de racine malgré tout, hein, pour cet enfant. Ça peut être aussi des parents qui voyageaient beaucoup, ou qui sont très, comment je pourrais dire,
fuyants un peu, tu sais, où chaque fois que tu as besoin d'eux, c'est pas là, quoi. Il y a une espèce de vide, en fait, quoi. Et c'est vrai que, du coup, une fois encore, cet animal, oui, il est pas là par hasard, quoi. Et c'est pareil, hein, dans la blessure d'abandon et de séparation, notre enfant intérieur, en fait, c'est comme si, moi, c'est ma vision en tout cas, et c'est comme ça que j'ai toujours vécu, où j'ai posé de la conscience dans ce que je vivais avec mes animaux. C'est qu'à un moment donné, si je me sens par exemple un peu esseulée, abandonnée, je vais pas aller câliner mon animal pour que il m'apporte ce dont j'ai besoin. En tout cas, plus maintenant parce que je pose de la conscience dessus, donc je ne demande pas à mon animal de combler ce manque d'amour. Par contre, j'ouvre ma présence à mon animal et quand je commence à le caresser, à le câliner, parce que ce contact quand même nourrit ce vide que je ressens un peu et ce manque d'amour, je projette que cet animal, c'est mon enfant intérieur. C'est lui qui est blessé, c'est lui qui a manqué à un moment donné d'amour maternel ou paternel, de racines, de confiance. Et là vraiment, si tu poses cette conscience-là et qu'à ce moment-là, tout cet amour que tu amènes à ton animal, tu prends conscience que tu es en train de l'amener à ton enfant intérieur, c'est exactement la même chose. Voilà, là on commence effectivement à entrer dans ce chemin de guérison. Mais donc du coup, c'est vraiment cette notion que tu mets de la conscience, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends conscience déjà, j'allais dire, de la résonance qu'il peut y avoir entre ces deux êtres finalement, soi et puis son animal. Mais après, il y a aussi ce côté où tu vas projeter aussi sur l'autre. En fait, t'as vraiment cet effet miroir, mais là, ça va même plus loin, l'effet miroir, finalement. C'est comme si, j'allais dire, tu te regardais vraiment dans le miroir, concrètement parlant, tu vois. Parce que parfois, tu peux avoir l'effet miroir, mais tu sais, tu vas dire, oui, ça me renvoie ceci, ça me renvoie cela, mais ça reste très conceptuel. Là, ce que tu, finalement, nous invites, et t'invites les auditeurs à faire, finalement, c'est vraiment, concrètement, de se regarder dans le miroir. Oui, et c'est pour ça que je te disais que le but de ce podcast, c'est que les gens se responsabilisent et voient qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se trame dans leur lien à leur animal. Voilà. C'est pas juste... y a des gens qui me disent « moi j'ai adopté un border collie parce que j'adore ce chien, c'est super beau. » Ok, quelle est ta relation avec ce chien-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette espèce-là ? Enfin voilà, ça a du sens en fait. Et juste pour donner peut-être une petite expérience personnelle, la chienne que j'ai eue avant Eiwa, mon chien que j'ai actuellement, c'est vraiment elle m'a fait clairement vivre dans son départ, dans sa mort, parce que c'est pareil, hein, quand on est porteur de la blessure d'abandon et de séparation, Dieu sait à quel point si on choisit d'adopter des animaux, on sait pertinemment qu'on va faire rejouer ça, en fait. Et une fois encore, c'est pareil. Comment je mets de la conscience sur ce moment où cet animal qui représente peut-être mon enfant symbolique ou mon parent symbolique, au moment où il part, forcément que je vais réactiver cette blessure, mais du coup en mettant la conscience dessus, en voyant tout ce qui nous a apporté, tout. Enfin, c'est presque, tu sais, un nouveau cheminement de pensée, un nouveau monde de pensée, une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon de voir le monde, en fait, d'avoir une autre vision. Moi, je sais que ma chienne, quand elle est partie sur le moment, un départ hyper brutal et pas des conditions super, vraiment, vraiment pas, enfin, en tout cas émotionnellement parlant. Derrière, ce que ça a contacté, moi, c'est la deuxième mémoire dont on parlera peut-être dans un autre podcast, qui est la mémoire du deuil non fait et d'un enfant spécifiquement, en fait. Ça, c'est une mémoire qu'on rencontre énormément, vraiment beaucoup. Et cette mémoire, c'est pareil, elle peut être très présente ou un peu diluée. C'est-à-dire que moi, dans cette vie-là, par exemple, j'ai fait le choix conscient, donc ça a demandé du travail, mais j'ai fait le choix conscient de ne pas enfanter et de ne pas porter d'enfant, de ne pas avoir d'enfant dans ma vie. Et je sais pourquoi. Cette mémoire dont j'étais porteuse de cet enfant que j'avais déjà perdu dans une autre vie, et donc là, c'est une mémoire qui est karmique, mais j'ai découvert aussi qu'en fait, elle n'était pas que karmique, elle était aussi transgénérationnelle. J'ai une cousine qui a eu un enfant mort-né, ça en fait partie. Les fausses couches, les avortements, tout ça,
Tout ça, c'est des traductions dans notre monde incarné de ces mémoires de deuil d'enfants non faits. Et en fait, c'est fou parce que j'ai compris que ce départ, je revivais cet enfant que j'avais perdu dans une autre vie et dont je n'avais absolument pas conscience. Et ça, c'est un travail que j'avais fait à l'époque et j'en parle parce que j'invite les auditeurs aussi à comprendre que l'animal nous amène à nous montrer cette blessure et qu'après, on a notre responsabilité d'aller travailler là-dessus. L'animal, il est pas là pour tout combler. Voilà, on est bien d'accord, c'est pas une éponge, on le prend pas genre quand on a besoin et puis après il nous aide à prendre conscience, il nous aide à réparer et là où on n'y arrive plus, c'est là qu'on va effectivement aller chercher un accompagnement extérieur, des livres, des conférences, un accompagnement spirituel, enfin on s'en fiche, chacun son chemin. Ça, j'ai pas de trame, mais je sais que moi à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert cette notion d'enfant intérieur. Et comment on fait, en fait, pour aller travailler sur son enfant intérieur? Et c'est quoi, l'enfant intérieur, en fait? Et il y a Sophie Riel, qui fait ça très bien, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais justement allé travailler sur cette notion. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. Et à la fois, il y a eu des choses qui m'ont fait mal, parce que j'ai compris à quel point, dans d'autres animaux que j'ai eus avant, qui sont partis avec des maladies, qui sont vraiment partis avec mes maladies, en fait. Ils m'ont évité moi, d'être malade, de sortir et provoquer ces maladies-là à cause de ces blessures si profondes de mon âme et de mon enfant intérieur. Mais à la fois, je les remercie aujourd'hui parce que, justement, ils m'ont permis de prendre conscience et de continuer à vivre ma vie et que, ils avaient choisi d'être missionnés pour ça. C'est comme ça. Moi, j'ai pas le pouvoir de contrôler ou de décider à la place d'un autre être, quoi. Et justement, je fais le lien avec ta pratique professionnelle. Comment tu utilises justement cette résonance entre l'animal et l'humain dans le cadre justement de ta pratique professionnelle en fait, parce que tu es accompagnante, donc du coup, et tu travailles notamment avec les chevaux. Oui, alors c'est vrai que je l'utilise déjà par le biais de la communication animale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animal qui, dans la communication, transmet des messages à son gardien déjà. Donc, voilà. Moi, on va dire que mon premier step, c'est juste l'ouverture de conscience et peut-être expliquer certaines choses comme on l'a fait là dans le podcast. C'est la première des choses, on va dire mon premier rôle. Le second, ça peut être éventuellement, effectivement, de proposer à la personne de venir travailler ces blessures-là auprès des chevaux. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, tout simplement, de les envoyer vers des gens que je connais qui vont, où il me paraît assez juste à ce moment-là d'aller faire tout ce travail sur l'enfant intérieur avec quelqu'un dont c'est la spécialité. Tu vois, moi, j'ai vraiment fait le choix aujourd'hui d'orienter ma vie professionnelle sur le bien-être et la santé de l'animal au travers la relation miroir avec l'humain, avec son gardien humain. Donc au final, moi, je suis comme une espèce de traductrice et d'ouverture de porte sur la conscience. Et ensuite, les gens, ils cheminent. Donc soit ils continuent de cheminer avec moi au travers leur animal, soit des communications animales, soit des pathologies qu'on va traiter. Mais on va les traiter déjà naturellement et puis aller voir chez eux aussi où sont les résonances dans leur propre corps physique. Et puis après, pour ceux qui ont envie d'aller travailler un petit peu plus dans le sens effectivement du développement personnel, là ma pratique avec les chevaux en tant que équicoach, effectivement, elle peut avoir sa place. C'est super complet et complémentaire. Et justement, quel message aimerais-tu donner à nos auditeurs qui ont ou qui veulent adopter un animal de compagnie? De réécouter le podcast. Pour ceux qui ont un animal de compagnie, c'est d'accepter d'aller regarder un petit peu du côté de ses mémoires transgénérationnelles et karmiques et de, du coup, poser beaucoup de conscience dans la relation et sur les comportements de leur animal. Comme je disais tout à l'heure, il fugue pas par hasard, il fait pas pipi par hasard, et voilà, il y a tout ce postulat-là. Pour ceux qui vont adopter un
un animal, eh bien, c'est de comprendre, peut-être déjà de poser la conscience en disant ah bah tiens, c'est vrai, en écoutant le podcast, je me rends compte que moi j'ai plus envie d'aller adopter un animal à la SPA plutôt que d'aller dans un élevage et de choisir précisément ce chien-là. Et ne vous dites pas juste que ah bah parce que je veux adopter un animal à la SPA, je suis porteuse de la mémoire d'abandon, et puis parce que je vais adopter un chien dans un élevage, je suis pas porteuse de la mémoire d'abandon. Bah non, parce que ce chien-là, il a peut-être été sevré très précocement ou rejeté par sa mère, et il est lui aussi porteur de la mémoire d'abandon. Donc tout ça pour dire que vous ne pourrez jamais échapper, entre guillemets, au fait d'aller regarder cette mémoire pour la penser, pour la guérir, pour changer nos comportements, nos croyances, nos modes de pensée, et au fur et à mesure, comprendre que notre animal, il est juste là pour nous permettre effectivement, encore une fois, de grandir émotionnellement parlant, et grandir après, à mon sens, spirituellement aussi parlant. Voilà, ça c'est mon message. Mettez de la conscience sur ce lien avec votre animal. Ouais, c'est très très juste. Ouais, c'est ça me parle beaucoup quand je vois mes animaux et la résonance avec moi. Et du coup, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Eh bien, d'apporter en tout cas beaucoup d'amour sur tout ça. De ne pas se faire des nœuds au cerveau. On parle pas de quelque chose de grave. Non, c'est juste en fait quelque chose de comme une autre rencontre. Là, moi ma spécificité c'est l'animal, mais tu interrogerais quelqu'un qui accompagne des enfants et certainement que cette personne aurait un discours assez similaire au mien le comportement de ton enfant est là pour quelque chose. Donc voilà, apportez beaucoup d'amour et ne vous jugez pas trop difficilement parce qu'on cherche toujours à être le mieux et parfait pour nos enfants ou nos animaux et que c'est absolument pas ce qu'ils attendent de nous. C'est très très juste. En tout cas, un très très grand merci pour notre échange. J'étais ravie de traiter de cette thématique qui est très complémentaire au précédent podcast. Et nous aurons certainement l'occasion de faire encore une suite. Mais en tout cas, un très très grand merci, Florence. Merci pour votre écoute. À bientôt. Puis merci à toi, Sophie, comme toujours. Les sujets sont pertinents. Les questions aussi, et puis peut-être que si effectivement on a cette occasion de faire un autre podcast, alors on ira voir un petit peu plus ces deux autres mémoires qu'on rencontre beaucoup. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!